100 pages de libre analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance ici, Abidjan innove. Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui un homme de culture, le respecté professeur Serry Bailly, ancien ministre, ancien député à l'Assemblée nationale. Professeur, bonjour. Bonjour. Et merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous êtes aussi l'auteur d'une impressionnante œuvre littéraire. Surtout, vous avez publié beaucoup d'essais. En 1976, vous n'avez pas publié, mais c'était votre thèse de 3e cycle de doctorat, Le désenchantement dans les romans des écrivains africains anglophones de la 2e génération. Vous publiez aussi en 2005 Ne pas perdre le Nord ou encore Pour la démocratie, la roue tourne en 2009. Et en 2010, vous avez participé à un recueil de textes intitulé Des paroles de Côte d'Ivoire pour Haïti, notre devoir de solidarité. Et en 2014, vous avez publié Portraits et hommages, un recueil de portraits de 7 intellectuels ivoiriens. Vous leur rendiez également hommage. Alors, professeur, je dois préciser que vous participez très activement à toutes les initiatives aujourd'hui en faveur de la réconciliation nationale. Alors, aujourd'hui, je voudrais évoquer avec vous une question essentielle. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, d'une pensée ivoirienne comme un ensemble d'idées structurant une philosophie, une culture, voire une civilisation ivoirienne? D'abord, je voudrais vous remercier parce que la Côte d'Ivoire est mieux connue pour ses exploits en matière économique et peut-être sportive. Mais il y a des intellectuels, des chercheurs qui produisent aussi des pensées et il serait bon que leur activité soit également reconnue. Alors, il y a des acteurs dans le domaine culturel qui produisent des œuvres, qui produisent des pensées. Est-ce qu'il y a alors une pensée ivoirienne? Il y a des penseurs ivoiriens et ce qu'ils produisent peut se retrouver aussi dans d'autres pays africains. Vous voyez par exemple le professeur Nyangoramboua, quand il parle de la dromologie, l'étude du langage des tambours, vous pouvez retrouver la même préoccupation au Burkina avec le poète Passéré Titinga. C'est le nom qui va changer. Lui va dire bendrologie au lieu de dire dromologie. Mais il s'agit, à partir du langage tambouriné, de produire du sens et d'illustrer la culture africaine. Il y a donc des Ivoiriens qui produisent des œuvres, qui produisent de la pensée. Et si on rassemble tout cela, bon, ils le produisent peut-être au nom de la Côte d'Ivoire, sans que ce soit spécifique à la Côte d'Ivoire peut-être. Oui. Donc il n'y a pas une identité propre à cette production intellectuelle-là, puisqu'elle reçoit beaucoup d'influence aussi. Oui, disons, à travers ces préoccupations, à travers ces thèmes, on peut rapporter cela à la Côte d'Ivoire. C'est comme tout le monde fait du riz gras, du tchèp, mais on rapporte ça toujours au Sénégal. Il est donc possible de rapporter ces productions-là à la Côte d'Ivoire. Si on dit aujourd'hui Zouglou, on pense à la Côte d'Ivoire. Si on dit coupé décalé, on pense à la Côte d'Ivoire. Même si le Nigeria est très engagé dans la production de ce type de musique. Et donc, ça peut partir de la Côte d'Ivoire sans que ce soit limité à la Côte d'Ivoire ou spécifique, voilà, exclusif de la Côte d'Ivoire. Voilà. Il y a Paul Claudel qui a si bien dit que ce que l'homme apporte à l'humanité, c'est lui-même. Et alors, au plan culturel, notamment au plan littéraire, que reste-t-il aujourd'hui du roman Nzassa de Jean-Marie Allé Adiafi? Oui, il s'agit d'une démarche qui s'inspirerait ou qui utiliserait plusieurs genres. Et ça commence avec Charles Nocan, probablement, voilà, qui essaie de mettre ensemble le théâtre, la poésie
et on va dire le roman. Une façon de briser les barrières, entre les gens. Ouais. Donc Adiafi l'a fait, Noukan l'a fait, et d'autres plus jeunes. Et c'est parce qu'au fond, ce qui définit là, c'est son originalité. Chacun cherche la voie par laquelle il pourrait produire des œuvres originales. Comme une sorte d'affirmation de soi. Voilà, bon, affirmation de soi et contribution originale à la créativité humaine. Et si on utilise le mot Nzassa, c'est pour renvoyer peut-être au pagne, qui n'est pas exclusivement ivoirien, mais cet art qui consiste à associer différents morceaux de paille pour faire un tissu. Donc on utilise différents genres littéraires pour produire une œuvre. Voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait dire autant de l'ensemble de l'œuvre de Bernard Dadier? Sa contribution au mouvement de la négritude a été quelque part très appréciée. Il reste quelque part un ardent défenseur de la cause noire, Bernard Dadier. Absolument, c'est le grand aîné de la littérature ivoirienne. Il a pratiqué différents genres sans forcément les associer à l'intérieur d'une œuvre. On pourrait dire qu'il a commencé par le théâtre. Quand on parle du théâtre de William Ponty, dans les années 30, il y a participé. Ensuite, la poésie. Il est arrivé au roman dans les années 50, il est revenu au théâtre dans les années 60-70. Donc il a quasiment pratiqué tous les genres, y compris le conte, avec le paille noir et d'autres œuvres. Et il continue d'animer la vie intellectuelle et politique en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Il est presque centenaire. Et il est donc un modèle, au fond, de fidélité à soi, fidélité à son engagement littéraire et politique. Et j'avoue que son poème qui me plaît le plus, c'est Fidélité à l'Afrique, n'est-ce pas, qui a été publié dans les années 50. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la jeune génération de penseurs et d'écrivains ivoiriens honore cette génération-là? Est-ce qu'elle assure aujourd'hui dignement cette relève très attendue? Oui, je pense qu'il y a des écrivains qui ont du talent, dont certains ont même obtenu des prix africains. Je pense à Venance Conan, je pense à Maurice Bandama et d'autres écrivains. Je pense à Tanela Boni, je pense à Véronique Tadjo. Et donc cette génération-là, la Côte d'Ivoire peut également en être fière. Ouais. Vous avez présidé la fondation Memel Fauté. Que reste-t-il aujourd'hui de la pensée, je dirais, de l'œuvre intellectuelle de cet immense intellectuel ivoirien? Cette œuvre, elle est très diversifiée et nous devons faire en sorte d'abord de la préserver, de la promouvoir, de la faire connaître. Est-ce que Memel Fauté n'était pas un peu, je vais dire, un philosophe à l'ancienne? C'est-à-dire que celui qui concentrait tous les savoirs, qui touchait un peu à tout, qui pouvait parler de tout avec une grande efficacité. Je suis absolument d'accord avec vous. Il est historien et sa grande œuvre sur l'esclavage dans les sociétés lignagères est une grande œuvre d'histoire. Et il a réfléchi sur la maladie. C'est un aspect important. Il s'est intéressé à l'environnement. Il s'est intéressé à la cause des femmes. Et donc, il s'est intéressé aussi à l'esthétique. Donc, il a touché l'ensemble de ces questions-là. Et j'ai failli oublier la dimension politique. Parce que, au fond, c'est la liberté qui traverse toutes ces préoccupations. Qu'il s'agisse d'esclavage, qu'il s'agisse de démocratie, qu'il s'agisse du statut de la femme, des jeunes. Tout cela contribue à améliorer la vie en société, les rapports en société. Mais que reste-t-il aussi de l'œuvre de M. Akéassi? Je crois que c'est l'un des précurseurs en Afrique de la science écologique. Oui, je pense que c'est une grande personnalité ivoirienne, africaine et mondiale. C'est quelqu'un pour qui nous devons avoir beaucoup d'admiration. Voici quelqu'un qui
a arrêté ses études classiques au cours élémentaire 1, mais qui est devenue l'une des sommités mondiales en matière de biologie végétale. Ne serait-ce que pour cela, je pense qu'on peut l'admirer. Et en s'intéressant aux plantes, il a eu 2 soucis majeurs. D'abord, comment donner ses lettres de noblesse à la phytothérapie, soigner les gens par les plantes, puisque nous n'avons pas toujours les moyens de nous soigner par la chimie. Et donc, en tant que biologiste de renom, il a aidé à mieux faire accepter, j'allais dire, la phytothérapie. Et en même temps aussi, il a essayé de contribuer à notre conscience écologique, parce que nous sommes en train de détruire notre environnement par souci de production économique. C'est pas, plus on détruit des surfaces pour agrandir, pour augmenter la production de cacao, mais plus on affecte négativement notre environnement. Et je pense qu'il est l'un de ceux qui ont travaillé à accroître cette conscience-là de ce que nous courons un danger si nous ne faisons pas attention. Si nous continuons dans la même voie, nous allons continuer à détruire notre forêt et puis il ne restera plus rien et cela va avoir des conséquences sur le climat. Il a pensé très tôt et il a eu raison très tôt. Ah oui, son père déjà était, comme on dit, garde forestier. Et c'est comme cela qu'il a été associé très tôt, très jeune, à l'étude des plantes. C'est pas déjà en 1948, quand les chercheurs européens, disons français, venaient en Afrique, c'est lui qui les guidait. Et son père disait qu'il en sait suffisamment pour être votre guide. Ouais. Donc faire connaître les plantes, les étudier et nous enseigner au fond les leçons que nous pouvons tirer de la vie des plantes. Parce que il y va des plantes comme il y va des hommes. Les plantes se battent entre elles. J'ai lu dans ses œuvres, il parlait d'une plante, au Kubaka, une plante qui tue les autres plantes. Donc aucune ne peut prospérer autour d'elle. Il y aurait comme une sorte de guerre entre les plantes aussi. Et à mesure que nous détruisons notre environnement pour tracer des routes et tout, il y a des plantes plus tenaces qui viennent dans notre environnement. Vous voyez, une plante qu'on a appelée secouturée, qu'on peut voir le long des chemins. Et donc, par l'action de l'homme, lui-même détruit son environnement, le modifie. Il faut que nous y soyons sensibles pour détruire cet environnement le moins possible, puisque le progrès, tel qu'on le définit, est aussi une nécessité, mais il faut progresser de manière à ne pas le regretter après. Et en gardant les pieds dans ses racines. Absolument, absolument. Oui. Préserver les chances, en tout cas, de ce que l'homme puisse continuer à vivre heureux dans un environnement sain. Oui. Mais je ne comprends pas pourquoi tous ces intellectuels dont vous parlez si bien, à l'international, n'ont pas été reconnus à la dimension de ce qu'ils ont apporté à cette culture universelle. Oui, mais ça commence d'abord au niveau national, cette reconnaissance. Et je pense que ils ont été reconnus, mais pas dans les médias de grande audience. Ouais. Par exemple, moi je suis de Daloa, le professeur Lorion Guédé, grand biologiste aussi, dont le nom est porté par l'université de Daloa. Et les gens de ma région disaient, mais est-ce que tu es aussi instruit que Lorion Guédé? C'est-à-dire dans la conscience du peuple, c'était l'une des personnes les plus instruites. On disait qu'il suffit de se mettre sous un arbre, Lorion Guédé est capable de connaître le nombre de feuilles. Il est devenu une légende. Donc, il y a une reconnaissance qui n'est pas prise en charge par, disons, les médias modernes. Et parfois, ces exploits intellectuels-là sont mieux connus à l'extérieur. Voilà. Vous demanderez à 10 Ivoiriens qui est Brûlé Boabré, ils ne sauraient pas. Alors que c'est l'un des Ivoiriens les mieux connus à l'extérieur. Donc, comme on dit, nul n'est prophète en son pays. Oui. Mais je veux dire, qui est responsable de cet état de choses? Est-ce que ce n'est pas dû au fait que nous ne payons pas traditionnellement beaucoup d'intérêt à la culture elle-même? Elle nous paraît aussi quelque part très évidente. Je pense que là, il y aurait peut-être une petite histoire à faire.
C'est-à-dire, pendant la lutte nationaliste, et le mouvement d'indépendance, on a compris que le travail intellectuel était aussi un travail pour la libération. C'est ce qui va rendre important quelqu'un comme Cheikh Anta Diop et d'autres. Donc, c'est une dimension importante de la culture. Ce n'est pas pour rien qu'il va y avoir le congrès des écrivains et intellectuels de 56 et de 59. Mais quand on arrive à l'indépendance et que tout le monde parle de développement, on oublie maintenant la contribution que peuvent apporter les intellectuels. Vous voyez? Et progressivement, les pays ne se reconnaissent plus que peut-être dans leurs sportifs ou leurs artistes. Ouais, si moi je vais au Ghana, dès que je dis Côte d'Ivoire, on dit à Didier Drogba. Mais c'est un élément de reconnaissance. Mais on aurait pu dire Memel Fauté. Donc la Côte d'Ivoire est le pays de Drogba, est le pays d'Alpha Blondy. Mais on ne sait Faisons en sorte que ce soit aussi le pays de Memel Fauté, de Niangorambois ou d'Adiafi. Il y a quand même un souci. Oui, il y a un souci, qui est lié déjà à l'internationalisation et à la commercialisation du football, par exemple. Voilà. Et donc, le football va accaparer les médias, va devenir un phénomène tel qu'il écrase les autres aspects de la vie sociale. Et donc, c'est à nous de comprendre que les mouvements de libération qui se sont engagés n'avaient pas qu'une dimension politique. On reconnaît qu'il y a une dimension économique. Comment la prendre en charge? Si les scientifiques, les techniciens ne créent pas de nouvelles manières de produire, ne proposent pas de nouveaux produits, pour que nous soyons présents sur la place internationale comme des producteurs et non pas simplement comme des consommateurs. Et donc la libération, elle est continue. Elle n'est pas que politique. Il faut maintenant motiver, solliciter la contribution de tous pour que ce combat-là se poursuive et que notre contribution au commerce international soit plus importante qu'elle ne l'est. On a constaté aussi qu'au sortir des indépendances, les intellectuels étaient beaucoup plus portés à faire de la politique, oubliant leur premier rôle qui était d'émettre des idées, de combattre des injustices, d'alerter l'opinion. Donc, est-ce que quelque part aujourd'hui, les intellectuels également n'ont pas trahi leur propre cause? Ils ont probablement une part de responsabilité. Mais à partir du moment où le développement apparaît comme contradictoire avec la liberté, l'artiste, l'intellectuel, va prendre le parti de la liberté. Et il est persuadé que la promotion de la liberté va contribuer au développement. La preuve, on a consacré des décennies au développement. On a pensé que le parti unique était important pour se développer, était nécessaire pour l'unité. Mais au bout de ces décennies-là, on voit qu'il n'y a plus de division, on voit qu'il n'y a plus de pauvreté. Donc ce qui est important, c'est de faire en sorte que nous devenions citoyens, que nous devenions responsables, producteurs, et de cette façon-là, que nous puissions contribuer vraiment au progrès socio-économique. Voilà. On a voulu séparer le progrès socio-économique du progrès socio-politique. Aujourd'hui, nous comprenons bien qu'il y a un lien qu'il faut rétablir. Et donc, on ne peut pas les accuser d'avoir trahi. Ils ont choisi une voie, ils n'ont pas été compris, et aujourd'hui, ils peuvent être mieux compris. Je crois que des institutions comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, comprennent l'importance de la culture pour le développement, parce qu'il s'agit de se prendre en charge, d'agir en tant que sujet. Donc, d'avoir conscience de ce qu'on est, des intérêts qui sont les siens, de les promouvoir et de travailler à donner une base économique à sa liberté. Mais dès lors qu'on accepte qu'on est vaincu, on accepte qu'on est inférieur, mais l'économie ne pourra pas avancer. Ouais. Aujourd'hui, le débat auquel nous assistons, comment est-ce que la Grèce peut défier l'ensemble de l'Europe si elle ne retourne pas à la Grèce antique, savoir qu'il y a des millénaires, nous étions importants, nous avons un passé, nous avons une identité. Une histoire qui est aujourd'hui celle de l'Occident. Oui,
À partir de là, nous estimons que nous avons une colonne vertébrale et que nous devons marcher sur nos propres pieds. Et que ce n'est pas d'autres personnes qui vont décider à notre place. Et donc, ce que la Grèce fait, il faut comprendre. Il faut le comprendre quand l'Afrique le fait. Il faut le comprendre. Et non pas dire que nous sommes anti-français, anti-américains. Nous ne sommes pas anti-quelqu'un. Nous sommes pro nous-mêmes. Comme la Grèce essaie de promouvoir ses intérêts. Je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, réconcilier le politique, l'intellectuel, l'artiste et le producteur économique. Oui. Parlant de la Grèce, je saisis la balle au bon. Est-ce que les Africains que nous sommes avons bien perçu ce signal-là? Il est libérateur. Comment je vais dire, elle est libératrice, cette attitude de la Grèce face à l'Europe qui veut lui imposer une manière de se comporter vis-à-vis de sa propre économie, tout simplement parce que la Grèce appartient aujourd'hui à un ensemble, donc il y a forcément des devoirs et des exigences à respecter. Mais est-ce que les Africains ont perçu ce message-là? Nous aussi, on peut nous libérer du franc CFA, pourquoi pas? Mais c'est un débat, effectivement. Il faut être conscient de son histoire et de ses exigences. Et donc, ce que la Grèce fait, je pense que les Africains l'ont tenté. Mais ça a pu être dévoyé, ça a pu être mal compris. Ça a pu être mal compris. Vous voyez, pendant la période coloniale, quand on dit nationaliste, on voit un mouvement d'indépendance. Aujourd'hui, quand on dit nationaliste, on commence à vous regarder comme si vous étiez Hitler. On pense à national-socialiste. Non, c'est une continuité. Il y a des intérêts nationaux, il y a des intérêts régionaux, des intérêts africains. Comment est-ce que nous prenons en charge ces intérêts-là? Et donc, quand on tient un tel discours, il nous concerne nous-mêmes, nous devons faire notre autocritique, mais il concerne notre place dans le monde. C'est à partir de cette conscience-là que nous pourrons défendre nos intérêts. Voilà, je pense que la Grèce nous donne une leçon, c'est à chacun de nous de comprendre cette leçon et de l'appliquer à son histoire. Revenons à la Côte d'Ivoire. Est-ce que les années de crise n'ont pas influencé l'évolution même de cette pensée ivoirienne dont on parlait tout à l'heure? Oui, négativement ou positivement? Oui, la crise d'abord met en insécurité les penseurs. Parce que pour penser, il faut être vivant déjà. Il faut être dans un contexte qui s'y prête. On pense difficilement si on est en exil, si on est en prison, etc. Et donc la crise devient un problème. La crise va, d'une certaine façon, imposer des thèmes de réflexion qui ne sont pas peut-être les plus pertinents. Vous voyez. Mais qui prendront de la place. Oui, je pense par exemple la question identitaire a pris une trop grande place par rapport à la question de la liberté, la question de la démocratie. Vous voyez. Et donc, la crise a eu des aspects négatifs, il y a eu aussi des aspects positifs par une réconciliation avec soi, par une prise de conscience que le destin national est en jeu. Nous devons nous redéterminer. Et que les destins individuels sont liés. Voilà. Et donc, il y a des aspects négatifs. Les intellectuels, ils sont comme les autres êtres humains, ils peuvent se tromper aussi. Mais il faut recentrer les choses et nous assurer que les thèmes qui sont abordés sont pertinents et les termes dans lesquels on les analyse ne portent pas atteinte à la, on va dire, à l'unité. Parce qu'au fond, si on prend la démocratie, c'est vrai, c'est la contradiction, mais c'est aussi l'unité. Si à chaque élection, on doit s'entretuer, si à chaque élection, on doit se séparer, ça ne va pas marcher. Donc la démocratie, c'est à la fois la confrontation, mais aussi l'unité. Et donc, c'est à nous de trouver les modalités pour qu'il en soit ainsi. Si l'on vous demandait aujourd'hui où va la société ivoirienne d'un point de vue des mœurs, de la morale, que répondriez-vous? Je pense que cette question interpelle beaucoup plus la jeunesse ivoirienne. Et je pense que cette jeunesse a d'abord conscience de sa propre fragilité.
on va dire les choses de cette façon-là, de sa situation précaire, qui se traduit par le chômage, par les difficultés. La culture de la facilité aussi. La difficulté à se définir une identité. Donc, c'est déjà une première contribution d'avoir conscience qu'il y a problème et de rechercher des solutions. Je pense, si on parle du Zouglou, on part de cette crise-là, de cette conscience qu'on est en difficulté et qu'il faut s'en sortir. Et à propos du Zouglou, vous disiez, en voulant définir le Zouglou, vous auriez dit c'est la faible estime de soi. Bon, c'est un résumé un peu rapide. Je pense que les jeunes ont conscience des problèmes auxquels ils sont confrontés. Et ils produisent une musique pour exprimer cela. Je pense que la faible estime de soi n'est pas une mauvaise chose. Mais il faut en prendre conscience. Par exemple, un chanteur de l'ancienne génération, comme Amédée Pierre, va dire « Je ne suis pas un mouton du village qui porte une peau de panthère, je suis la panthère elle-même. » Alors que les Zouglous vont dire quoi? L'enfant sirop, petit iodé, poussin choc. Le poussin choc, c'est vrai, il y a choc, mais il est d'abord poussin. C'est ça que j'appelle faible estime de soi, mais ce n'est pas dans le sens péjoratif, c'est la conscience de ce que on a des difficultés, on est en situation difficile. Il faut assumer cela, il faut être stoïque et préserver l'espoir. Et préserver l'espoir. Et je crois que leur musique correspond à leur temps. Ils ne peuvent pas se considérer comme des panthères. Ils sont en difficulté. Donc le fait qu'ils disent qu'ils sont des poussins, pour moi je le comprends. Il faut maintenant qu'ils ne restent pas poussins, qu'ils aient des ambitions plus grandes, voilà, qu'ils sortent de cette situation-là. C'est ça que je veux dire. Qu'est-ce qui vous fait espérer aujourd'hui pour la société ivoirienne? Je pense que ces jeunes, comme dans d'autres domaines, je prends la couture, la mode, je prends la coiffure, la musique, la peinture, l'entrepreneuriat. Je pense qu'il y a une créativité qui existe, qui n'a pas encore, un foisonnement, qui n'a pas encore les moyens. Parce que la créativité à elle seule ne suffit pas. Il faut que les banques jouent leur rôle pour rendre disponibles les ressources qui permettent à l'invention de se réaliser, de devenir quelque chose de concret. Et donc, je pense qu'il y a cette créativité, il y a cette énergie. Il faut maintenant que d'autres facteurs viennent s'ajouter pour que tout cela permette à la société d'aller de l'avant. Ouais. Professeur, avant de nous quitter, je vais recommander quelques ouvrages essentiels. Certainement, vous les connaissez. Alors, ça, c'est la littérature ivoirienne, écrite par Bruno Niaoulé-Oupo, que vous connaissez certainement. Oui. C'est une étude approfondie sur l'histoire même de la littérature ivoirienne. Il y a également Ludovic Dauffier qui a publié « Musique populaire, urbaine et stratégie du refus » en Côte d'Ivoire. Bien évidemment, il y a parlé en long et en large du Zouglou et de ses textes. Tout à l'heure, on l'évoquait, il y a Les naufragés de l'intelligence, le roman Nzassa de Jean-Marie Adé Adiafi. Et ça, c'est un livre qui m'a beaucoup bluffé, c'est de Zirignon Bobli. Alors, un brillant intellectuel, il est psychanalyste, philosophe, mais également poète et puis peintre. Et son ouvrage nous renvoie à quelque chose d'essentiel, une façon de nous libérer en fait, de ne pas croire que nous sommes une civilisation de damnés, bien au contraire, qu'on était les tout premiers et qu'on porte l'histoire même de l'humanité. C'est un très bel ouvrage, malheureusement, que vous ne retrouverez dans aucune librairie. Il suffit de... on peut l'acheter tout simplement en ligne chez Amazon ou bien d'autres.
Et puis il y a ce recueil de nouvelles de quelques écrivains dont vous parliez tout à l'heure, Venance Conan, Muriel Diallo, Awaba, Tanela Boni ou encore Regina Yaou. Voilà, c'est un ensemble de recueils de nouvelles publiés sur la Côte d'Ivoire. Merci professeur, merci infiniment d'être passé par chez nous. C'est moi qui vous remercie. Merci. 100 pages de livres analyses, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance ici, Abidjan innove.